Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue sur 10-12, le Zénith, mesdames et messieurs. Le regard que nous portons aujourd'hui sur le Cameroun nous interpelle et nous intéresse à chaque fois qu'on se retrouve ici. Et vous êtes devenus des aficionados, d'ailleurs des inconditionnels, à chaque fois être présents devant votre petit écran. Question de mieux comprendre le Cameroun. Comment comprendre le Cameroun au moment où effectivement, on va bien sûr le dire, grâce à une ONG dénommée Mandela Center, au final, on s'en souviendra que le chef d'entreprise chinoise, un chef d'entreprise chinois justement, vient d'être déféré à la présidence centrale de Bertois pour tentative d'assassinat. Souvenez-vous, il y a pratiquement 2 semaines, c'était celui-là qui avait choisi de tirer à bout portant sur le jeune nommé Onfils. Donc il s'agit bien sûr de Onfils lui-même, responsable de la China Mining, société d'exploitation minière basée à Kana depuis 2017, arrondissement de Kété, dans la région de l'Est Cameroun. Aujourd'hui, cet homme, justement, répondra de son attitude devant la justice camerounaise. Qu'est-ce qui peut expliquer en même temps que des Chinois ou encore des exploitants miniers arrivent au Cameroun et se comportent de la sorte? C'est devenu un scandale. Aujourd'hui, on en parle, financier au Cameroun, l'affaire Covid-Gate, et dans les heures qui suivent, notamment, si vous voulez, dans les 48 heures qui suivent, si on s'en tient aux dernières informations en notre possession, le rapport final de la Chambre des comptes de la Cour suprême sera rendu public. Qui sont au final les ministres impliqués dans la gabégie concernant l'affaire des 180 milliards de francs CFA mis à disposition du Cameroun dans la lutte contre la Covid-19? Quelles sont les administrations aujourd'hui qui sont interpellées? Quel regard portez-vous ou porterons-nous justement dans les jours à venir sur la Chambre des comptes de la Cour suprême? Mesdames, messieurs, au regard de l'actualité, au regard des tensions, au regard justement des attentes des uns et des autres, pourra-t-on justement en sortir avec un résultat fiable? La question est posée. Où en sommes-nous aujourd'hui avec l'affaire Martin Kamimim? Et justement, l'affaire de mœurs dont il serait impliqué dans cette histoire. Qui sont les mises en cause? Qui est la petite Malika au final? Quel est le rôle de la justice aujourd'hui? Quel est le rôle du ministère de la promotion de la femme et de la famille? Quel est le rôle de la société en général? Quels sont les rôles des acteurs politiques, si vous voulez, madame, messieurs, ou encore artistes, musiciens et autres? On en parlera ce matin dans cette édition. En compagnie de Donabris Kamgan, Dominique Audrey Oyengelek, Dominique Pengou, Bengan, pour des raisons indépendantes de sa très bonne volonté, n'est pas des nôtres ce matin. Jusqu'à 12h, vous serez servi. Donabris Kamgan, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Nous allons dire ce matin que le grand bordel se poursuit dans les examens officiels organisés par l'Office du baccalauréat. Eh bien, ce matin, c'est le probatoire qui entre en scène et très tôt ce matin, eh bien, les proviseurs de lycée à Douala, la plupart, les proviseurs qui sont des chefs de sous-centre, se sont rués vers la délégation régionale. Eh bien, pourquoi? Parce que les épreuves n'étaient pas disponibles. Alors, Madame la ministre, ça en fait un peu trop, non? Vous en convenez? C'est un peu trop pour une seule session d'examen. Hier déjà, pour la première journée du probatoire, les épreuves de mathématiques en série D sont arrivées largement au-delà du délai prescrit par la loi. Madame le ministre, nous pensons qu'en République, vous devrez rendre votre tablier dans les prochaines heures pour votre honneur, pour l'honneur de la République. Madame le ministre des enseignements secondaires. Pauline Nalovayonga, interpellée bien sûr par Donabris Kamgan, devrait-elle rester aux affaires? La question est posée. Doit-elle rendre son tablier au plus vite? Comment peut-on dire que le ministère des enseignements secondaires va de scandale en scandale? Madame, messieurs, on en parlera ce matin. Bonjour à vous, Dominique Pengou. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs ce matin. Alors, lorsqu'on crie à la crise économique, mais les denrées alimentaires ne font qu'augmenter avec les prix. Le sac de maïs qui était jadis la semaine dernière coûtait pratiquement 17 000 et à cette semaine à plus de 25 000 francs CFA. Comment comprendre que dans un pays où on cultive du maïs dans pratiquement plus de 4 régions du Cameroun, les prix ne font qu'augmenter? Voilà. Merci à vous. Bonjour à vous, Dominique Audrey Oyengelek.
Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'adresse mon courage aux parents de la jeune fille de 14 ans qui a tenté de se donner la mort dans la région du Nord, simplement parce que la jeune fille estimait que on était un peu trop sur son dos. Dieu merci, elle n'a pas pu venir à bout de cet acte-là, cette pendaison, et elle a été sauvée par des voisins. Donc vraiment, il faudrait qu'elle ait une bastonnade sérieuse pour avoir voulu penser, songer à sauter la vie. Parce que lorsque vous le faites, c'est à votre famille que vous faites du mal et pas à vous. Pas de promotion de violence quand même, Denis. Hein? Une correction. Peut-être une correction, c'est encore mieux, pas bastonnade. Hein? Parce On que corrige bastonnade, comment? Avec le billet rouge? pas seulement en bastonnant, on peut aussi échanger, il faudrait qu'elle on peut comprenne. également Donc, se discuter calmer, Il et on faudrait peut qu'on la la réprimander autrement. Justement, Peut-être c'est parce qu'on fouetter, c'est le mot encore, réprimandait, oui, mais c'est parce qu'on bastonner, c'est autre chose, quand réprimandait même. qu'elle a dit que non, vous me grondez trop, je Ouais. ne veux pas, alors je veux mourir, je veux me tuer. Il faut qu'on enlève ça dans sa tête, une bonne fois pour toutes. Voilà, on Pas à trouvera 14 ans, quand d'autres même. moyens. Hein? Pas à 14 il y aura ans. de la réprimande, mais pas la bastonnade quand même. Bon, D'accord. voilà, Merci à vous, madame, messieurs. Restez sur notre antenne. N'oubliez pas en même temps les plateformes qui vous permettent de rester en communication permanente avec nous. C'est Equinox TV. Allez vous y abonner rapidement sur la page et regardez-nous, vous aussi en live. Laissez-nous vos commentaires et vos avis. Et comme c'est le cas avec l'histoire qui commence à l'instant, Dominique, nous vous écoutons. Nadine est l'épouse d'Éric depuis 3 ans. Et de ce mariage est né un enfant, disons une petite fille. Et le problème de Nadine, en dépit de tout, avec son mari, elle n'a pas d'autre problème, sauf le fait que son mari ne s'entend pas avec sa famille. Elle trouve que son mari, Éric, ne considère pas sa famille. La preuve, depuis qu'ils se sont mariés, elle dit que Éric n'est jamais resté comme ça. Et il s'est dit, bon, il faudrait que j'appelle mon beau-papa, ou bien que j'appelle ma belle-mère, ou bien le chef de famille, ou bien une sœur de mon épouse. Non. Jamais il ne fait aucun effort pour aller vers la famille de sa femme. Elle raconte que elle, de son côté, elle fait tout pour sa belle famille. Elle fait le maximum, du moins ce qui est humainement possible, pour que sa famille, sa belle famille l'accepte, l'aime bien. Elle est rangée, elle est pliée, elle est soumise, elle est tout. Elle s'adonne en tout cas à sa belle famille. Mais malheureusement, en face, elle n'a pas le retour de son mari. Lorsque sa mère est tombée malade, il y a quelque temps, son mari n'a même pas daigné appeler sa mère. Autour de son père d'être malade, il n'a fait aucun signe, il n'a même pas appelé pour savoir comment est-ce que les beaux-parents allaient ou bien le malade. Non, il ne fait rien. Lorsqu'elle essaie de parler avec lui, celui-ci lui dit que vraiment, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas en ça un problème, je n'ai pas de problème avec ta famille, donc je ne vois pas ce qui cause problème. Elle dit que celui-là ne l'a pas doté de façon à... La dot n'a même pas été chère pour dire que il a doté et il a décidé d'acheter pour se fâcher de la sorte. Mais elle aimerait bien comprendre ce qui peut bien pousser son mari à avoir de tels agissements, parce qu'aujourd'hui, sa famille est en train de se plaindre du comportement de son mari. Elle aimerait savoir ce qui a changé depuis le mariage. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que son mari soit aussi ignorant de sa famille à elle? Et est-ce qu'elle devrait à son tour ignorer la famille de son mari? Alors, là, bien sûr, les questions sont posées. Et Dominique Audra, en même temps, vous en fait, on va dire, est entré sur les questionnements de cette dame ce matin. Mais fondamentalement, c'est un réel problème d'attention qui se pose aujourd'hui, l'entretien, la gestion, voire même l'encadrement des belles familles. Vous le comprenez bien sûr l'histoire ce matin, Dominique. Quand vous échangez, quand elle vous pose le problème, vous vous dites concrètement, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce que vous lui avez dit avant de nous retrouver sur ce plateau ce matin? Je lui ai dit que c'est de sa faute. C'est de sa faute parce que lorsqu'elle a commencé avec cet homme, elle a rabaissé sa famille. Elle a présenté sa famille comme des sous-merdes. Conséquence, celui-ci, après l'avoir épousé, a la même sensation. Pourquoi est-ce que lui, dans sa tête, il aura envie d'appeler celle qui est sa belle-mère? Pourtant, lorsqu'il sortait encore avec leur fille, elle lui disait, tu vois ma mère là, oh, elle aime trop demander, ma mère là, elle aime trop ceci, ma mère là, elle m'emmerde parce que, ainsi de suite. Mon père, pareil, il aime trop les femmes, il est trop comme ça, il tapait ma mère, vraiment, je ne l'aime pas, mon frère, ma soeur, ainsi de suite. C'est simplement l'image que vous avez voulu donner de votre famille, de vos proches à votre mari aujourd'hui qui est en train de rejeter la projection que vous lui avez faite. Donc aujourd'hui, il est question que vous lui appliquez la même chose, la réciproque.
pour qu'ils sentent un peu ce que ça fait de savoir que... Vous croyez qu'elle peut être le problème? Elle peut être le problème. Elle a été le problème à la base. Mais maintenant, il dit qu'elle pensait qu'il devait changer avec le temps, mais il n'a pas changé. Si à la base, vous rencontrez, c'est comme un homme qui va vers une femme alors qu'il a une femme à la maison. Si vous allez chercher l'Anjomba et vous dites à l'Anjomba, ma femme ne sait pas faire à manger, ma femme n'est pas au top côté hygiène, ma femme ne sait pas tenir la maison, ma femme n'est pas entretenue, ma femme n'est pas ci, n'est pas ça. Votre Njomba va s'appuyer justement dessus pour pouvoir vous garder. Donc, elle a fait la même chose. Elle a dénigré, à mon sens, sa famille. Et aujourd'hui, ce monsieur n'a pas de respect pour votre famille, même s'il vous a doté à 200 francs. Ça n'a pas d'importance. C'est simplement la présentation que vous avez faite de votre famille qu'il est en train de restituer. Vous avez montré que vous ne respectez pas votre famille. Par conséquent, il ne va pas respecter votre famille. Peut-être la juger un peu trop tôt. Mais si elle l'a fait, d'une part, et que l'homme a choisi de ne pas s'occuper de sa belle famille, délibérément, oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres motivations qui peuvent être à l'opposé de ce que vous évoquez ce matin? Là, je n'en sais rien. Mais si un homme décide de ne pas s'occuper de votre famille, chère dame, travaillez votre argent et occupez-vous de votre famille. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'attention. Ce que je pense, s'il n'est pas attentionné avec votre mère, et que vous étiez attentionné avec sa mère, vous arrêtez d'être attentionné avec sa mère. Et qu'il sente ça dans son corps. Maintenant, quand il va vous dire, donc tu as décidé de ne plus appeler ma mère, tu as décidé de ne plus appeler mon père, donc tu ne peux plus laver les habits de ma soeur, et que mon beau, toi non plus, ma mère était malade, tu ne l'as pas appelé, tu n'as rien fait. Mon père était malade, tu n'as pas appelé. Même simplement par respect pour mes parents, même si tu fais semblant, papa, je sais au fond que tu fais semblant, mais fais semblant et que mes parents ne m'appellent plus pour me dire que, mais l'homme que tu as épousé là, comment va ton mari? Tous les jours on appelle, comment va ton mari? Comment va Eric? Comment va Eric? C'est un problème. Cette solution-là est envisageable de oui. C'est-à-dire que, puisqu'il ne prend pas... 3 ans. Oui, depuis 3 ans. Il n'est pas attaché, bien n'est pas attentionné à votre belle famille. Vous faites autant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura plutôt du désordre? Non. Je ne manque pas de respect à sa famille. Je ne manque pas de respect à ses sœurs et tout. Mais sauf que, puisqu'il ne prend pas des nouvelles de ma mère, je ne prendrai plus les nouvelles de sa mère. Puisqu'il veut qu'on vive une relation où on est simplement 3 avec notre enfant, on reste 3. Parce que lui se conforte dans ce que, non, ma mère est bien, elle prend des nouvelles de ma mère, elle va laver les habits de mes sœurs, elle fait ceci avec mon père, ça va, ma vie roule. Mais sauf que de son côté, elle a mal. Parce qu'il la gère comme si elle n'avait pas de famille. Madame, vous venez peut-être d'une famille, mais vous avez mal négocié votre entrée dans la vie de cet homme. Donc, puisqu'il ne veut pas écouter, vous dites que vous avez parlé et il n'y voit pas un problème, madame, vous appliquez, c'est le maître de la maison, c'est le chef de famille. Donc, il implémente un développement, un mode d'évolution, vous appliquez cela. C'est tout. Est-ce que ce n'est pas peut-être nécessaire de lui dire qu'elle a assurément des astuces qui peuvent lui permettre, je veux dire à la femme, justement, de mieux ramener son mari vers cette attitude-là. C'est pas pour autant parce que je vais faire comme vous que je vais réparer le problème quand même, Dominique Audrey. En fait, ce que vous voulez savoir, c'est... Dans la nuit porte conseil, on le dit très souvent. Sous la couette, est-ce qu'elle ne trouve pas ce moment important pour lui glisser les choses dans l'oreille afin qu'il soit aussi obéissant, aussi compréhensif, aussi attentionné? Dans les foyers, il y a plusieurs moments pendant la nuit où les hommes sont réceptifs aux demandes des femmes. Donc cette femme semble avoir essayé et la réponse qu'on lui a opposée, c'est que il n'y a pas 46 façons de dire que pourquoi tu n'appelles pas ma mère depuis. Ma mère s'est plainte et peut-être il y a la façon dont vous lui dites. Peut-être vous lui dites en ayant peur qu'il ne se fâche. Mais mon cher chéri, ma mère m'a appelé. Et elle se plaint du fait que tu ne l'appelles pas. Tu ne l'appelles pas pourquoi? Tu as un problème avec ma mère? Tu as un problème avec mon père? Si vous dites non, moi je ne vois pas de problème à ça, je ne suis pas obligée d'appeler ta mère, mais ça va. Moi non plus, je n'appelle pas ta mère, c'est tout. On n'a pas de problème avec les mères de chacun. Donc on vit notre vie. S'il y a un rassemblement, une cérémonie où on doit être là, on sera là, on va faire des rires jaunes, mais après chacun rentre chez lui. Donald Brice, c'est vrai que les approches de Dominique Audrey lui sont propres aujourd'hui. Avoir une situation pareille, comment en sortir à votre avis? Qu'est-ce qu'on dit à cette femme et qu'est-ce qu'on peut préconiser comme conseil aux hommes qui nous regardent ce matin et qui se trouveraient dans cette attitude-là? Moi, je pense qu'aucun homme ne serait vraiment confortable
d'être en désaccord total avec sa belle famille. Je pense que chaque homme qui a pris la main d'une femme souhaiterait pouvoir avoir des rapports cordiaux avec les membres de sa belle famille. Mais dans le cas de l'union entre Eric et Nadine, je pense que Nadine ne nous donne pas tous les éléments, parce que comment concevoir qu'un homme soit en rupture totale avec sa belle famille du jour au lendemain? C'est-à-dire que sur la base de rien, vous dites je coupe les ponts, le père est malade, le beau-père est malade, tu ne l'appelles pas. C'est-à-dire que celui-là qui a été l'un des artisans, parce que lorsqu'il y a une union entre une femme et un homme, le beau-père est là, c'est lui qui donne des conseils pour l'avenir, c'est lui qui est l'oreille et les yeux souvent même du couple et tout. Et que subitement, après le mariage, auquel je suppose que le beau-père et la belle-mère ont pris part, que tout change radicalement. Qu'est-ce qui peut D'une expliquer ça? chose l'une. Soit, j'aurais souhaité que nous donnions le montant de la dot, soit la dot était très exorbitante. Je ne justifie pas. Elle a fait une mention quand même. Hein. Que ça ne coûtait rien, ça ne valait rien. C'était combien? On n'a pas de chiffre. Peut-être 300 000, Ben non. peut-être 400 000. Non. Bon. On n'a pas de chiffre. Soit la dot était exorbitante, soit il y a eu un harcèlement au plan financier après le mariage. Je ne justifie pas son attitude, mais je peux comprendre l'état psychologique d'un homme qui est radicalisé. C'est une hypothèse. Hein. Oui, c'est une hypothèse. C'est-à-dire que si vous avez une épouse dont la mère et le père vous disent chaque jour que le lit de papy est cassé, que les chaussures de tantine sont coupées, que Francky ne va plus à l'école, que il n'y a plus d'allumettes chez la grand-mère. Donc, cet ensemble de choses, je suis tout à fait d'accord qu'il faut soutenir la belle famille. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a peut-être des belles familles qui en demandent un peu trop, au point justement d'agacer le gendre? Oui, je ne dis pas que Eric a raison de ne pas appeler un simple coup de fil lorsqu'il y a un cas de maladie. Je pense que c'est la moindre des choses. Mais je peux également me mettre à la place d'un homme qui est tourmenté par les demandes incessantes, alors que lui-même a des charges au niveau de son propre foyer, et donc finalement il s'est braqué. Mais je pense que le rôle des beaux-parents, c'est quelque chose de fondamental. Ce sont eux qui conseillent, qui accompagnent, qui permettent souvent de prendre des décisions lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des conflits avec la femme. C'est chez les beaux-parents souvent qu'on va prendre 2 ou 3 astuces je vous relance. Pour s'en sortir. Je vous relance. Vous touchez l'hypothèse justement d'une dot qui aurait été exorbitante. Peut-être, si on s'en tient à l'histoire, ici elle dit bien que c'était pas grande chose. Ça c'est ce qu'elle dit. Parce qu'on n'a pas la version justement de l'homme aujourd'hui. On n'a jamais demandé la version des vis-à-vis. Hein. Pardon? On n'a jamais eu besoin de la version des vis-à-vis pour se prononcer ici. On va prendre la version de l'homme. Non, je dis, on s'en tient à l'histoire. C'est un élément qui peut nous permettre. On s'en tient à l'histoire pour mieux équilibrer, pour mieux comprendre. Donc sur la question du coût de la dot, elle fait savoir que c'était pas grande chose. Nous sommes d'accord. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment donné, parce qu'on peut quand même pas partir de rien, pour couper les liens, tout rapport avec sa belle famille. Il y a un problème sérieux. Est-ce que la belle-mère, puisqu'elle pose le problème de la belle-mère, qu'il n'appelle jamais, est-ce qu'il n'y a pas des belles-mères parfois qui dérangent véritablement, au point de mettre mal à l'aise leur beau-fils, au point de s'ingérer dans la relation de leurs enfants, ne pas leur donner l'occasion de vivre aisément, qui pourrait également pousser ce garçon à... Les ingérences intempestives, c'est aussi un autre facteur. Je pense que c'est l'occasion également de dire à nos beaux-parents que nous aimons bien que lorsqu'un homme se marie, il a aussi des charges. Là, nous sommes dans un couple qui a déjà un enfant, qui a besoin de se nourrir, de se vêtir, d'aller à l'école. Je ne sais pas quel est le niveau de vie de l'homme dont il est question, mais lorsqu'on a un nouveau foyer, lorsqu'on fonde une famille, on a de nouvelles charges qui s'ajoutent. Et si on n'a pas la capacité de prendre en charge tout ce qu'il y a comme besoin à la maison, on est sous pression déjà au plan interne. Et donc, s'il y a cette pression supplémentaire, à un moment donné, on peut se radicaliser, se braquer, comme c'est le cas manifestement. Mais disons-le quand même, Donald Brice, il faut prendre attache permanemment à sa belle famille parce que on se sent mieux
dans sa belle famille qu'ailleurs, peut-on dire. Absolument, j'ai commencé par le dire. J'ai dit que personne ne souhaitait être en désaccord avec la belle famille. Ouais. Maintenant, je ne suis pas Eric n'est pas moi. Vous qui tolérerez les appels intempestifs à chaque jour, chaque semaine, du beau-père, de la belle-mère, il y a des personnes qui ne comprendraient pas ça et se radicaliseraient. C'est une hypothèse qui peut être vérifiée ou pas dans le cas d'Eric. Alors, Dominique Pengou, qu'est-ce que vous en dites-vous de cette histoire ce matin? Quel conseil prodiguez-vous à cette dame? Du moins, quelle est votre lecture globale sur les problèmes qu'elle a posés ce matin? Ce matin, je vais commencer par dire que le mariage, au-delà de l'union entre deux personnes, c'est l'union de deux familles. Parfait. Voilà. Donc, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas ce matin des deux personnes. Parce que les deux familles n'ont pas été jointes, les deux familles n'ont pas été unies lorsqu'il y a eu mariage, lorsqu'il y a eu union des deux personnes. Alors, ce couple, au départ, a dû avoir un événement qui a créé une cassure entre le monsieur et sa belle famille. Absolument. Ce qu'on ne va pas nous dire ici. Parce que c'est vrai qu'il existe des hommes qui sont un peu froids en ce qui concerne les relations belle famille et le gendre, ça existe. Il y a des hommes qui ne savent pas s'y prendre avec la belle famille. C'est plutôt de la responsabilité de la femme de prendre la belle famille comme sa famille à elle, comme ses parents à elle. Donc c'est parfois plus le rôle de la femme. Mais ça ne justifie pas aussi le fait que depuis 3 ans de mariage, monsieur n'a jamais daigné appeler sa belle-mère pour demander ne serait-ce que comment tu vas, n'a jamais daigné appeler son beau-père, même pour parler des choses d'homme. Parce que parfois, même on se rapproche de son beau-père s'il est encore vivant, même dans une famille, c'est une grosse chance pour un gendre d'avoir son beau-père en vie. Parce que c'est parfois une union assez complice qui naît entre le beau-père et le gendre. On voit souvent ça dans les familles. Maintenant, ce matin, ce que j'ai envie de dire à Nadine, c'est est-ce qu'elle a utilisé des astuces pour mettre en relation forcée ses parents et son gendre? Parce que, à la base de la relation ou en ce moment? Non, même en ce moment, même du moment où elle a constaté qu'il avait une certaine froideur en ce qui concerne les approches ou encore en ce qui concerne les relations avec sa belle famille. Parce que je connais un cas spécifique où la femme a dû utiliser des astuces, comme par exemple le fait de pouvoir offrir elle-même des cadeaux à sa famille, soi-disant en mettant au devant le fait que ce soit son mari qui les fait. Absolument. Et maintenant, cela va pousser la belle-mère de temps à autre à appeler son gendre. Allô, merci pour le pain que tu m'as envoyé lors de la fête des mères. Vraiment, je te suis assez reconnaissante. Là, ça va remettre en question l'attitude de ce monsieur. Parce que je ne pense pas que vous, Michel Gachou, si votre belle-mère vous appelle et vous remercie pour un cadeau que vous n'avez pas fait, ça va vous remettre en question. C'est une façon de vous rappeler à l'ordre. C'est une façon de vous dire. Donc, ça va vous interroger intérieurement. Ça va vous poser la question. Ça va, mais je n'ai pas fait de cadeau. Ma femme l'a fait. Peut-être elle est en train de me dire que la façon dont je me comporte avec sa belle famille n'est pas la meilleure des façons. Donc ça, c'est une astuce que Nadine pourrait utiliser si elle n'a pas déjà fait. Ça pourrait rappeler à l'autre ce monsieur. Parce que c'est vrai que quand on est dans un couple, on a l'impression que l'autre pense et doit penser, et doit faire ce que nous autres avons pensé en amont, par exemple. Donc l'autre n'est pas dans notre tête. Il n'est pas en train tout le temps d'imaginer que si je fais ci, ça va heurter la sensibilité de ma partenaire, ça ne va pas la plaire, ainsi de suite. Il y a des belles-mères. Il y a des belles-mères qui vont t'appeler, pour le garçon, te disant, mais tu ne m'appelles pas, tu comptes sur quoi? Par exemple aussi. Avec une certaine amitié. Oui. La belle-mère, justement, fait savoir à son gendre que moi, je voudrais que tu saches que je veux t'entretenir avec ma fille. Est-ce qu'à un moment donné, les belles mamans aussi, ou les belles familles dans la globalité, manquent de tact, de bonne manière pour au mieux encadrer le genre? J'en venais justement parce que il faudrait que les belles-mères sachent ce matin que lorsque votre fille va en mariage, dès lors qu'elle est déjà sous le toit d'un homme, si c'est un mariage officiel, pour passer ne serait-ce que peut-être une information, une demande, que ce soit à votre fille ou à son gendre, vous passez par votre gendre parce que c'est lui le chef de la famille. Cela va vous pousser à être en permanence, cela va vous pousser à être en contact permanent avec votre gendre. Parce que si moi je suis un homme et que j'ai épousé une fille et que de temps à autre la fille est comme ça, collée chewing-gum avec sa mère, qu'est-ce que je vais venir dire là-dedans? Je vais vous laisser continuer tout simplement votre relation
qui est depuis votre maison conjugale. Et on connaît bien comment les mères peuvent s'immiscer dans les mariages des filles au point où elle ne laisse pas respecter sa fille. Dès qu'elle arrive même pour rendre visite à la maison, elle est collée à sa fille, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a ici, et ainsi de suite. Elle va délaisser le genre et lui il va s'habituer à ce genre de comportement et il ne fera plus rien pour vous s'approcher de vous parce que ce n'est même pas au genre de s'approcher de la belle famille. Très souvent sur ce plateau, on a entendu justement le dire que le beau garçon, le beau-fils, si on dit le gendre, se sent bien avec sa belle-mère. Il parade dans la cour de sa belle-mère, tandis que la femme justement va masser les cuisses de son beau-père. Alors, c'est des réalités ancestrales, des réalités culturelles et culturelles même d'ailleurs en Afrique aujourd'hui, mais à travers bien sûr le monde. Peut-on dire qu'il y a d'autres mécanismes à mettre en place pour vivre aisément, paisiblement entre belles familles? Alors, on va faire un détour de table pour sortir de ce sujet en 1 minute chacun. Donald Breskangan, le regard qu'il faut porter sur la société aujourd'hui, puisque nous sommes en Afrique, précisément au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut dire à nos frères et à nos sœurs qui sont en chemin pour le mariage et ceux qui y sont déjà en 1 minute? Que l'union, c'est la rencontre entre deux familles et que, d'une part, chaque partie doit pouvoir œuvrer pour le bien de cette union-là. Et je pense qu'un bon nombre de familles africaines perdent les bonnes habitudes, à savoir les rencontres familiales, les réunions familiales, qui sont justement l'occasion de poser les préoccupations des uns et des autres et de trouver ensemble les solutions. Très peu de jeunes retournent au village, rencontrent les grands-parents, prennent des conseils et justement se lancent dans la vie conjugale sans forcément avoir l'expérience et tout l'encadrement nécessaire. Et il y a certainement un souci d'apprentissage aux réalités du mariage de Dominique Audrey. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement ici de dire à nos sœurs et à nos frères qu'il y a une réelle école du mariage auprès de ceux qui ont vécu et ceux qui ont l'expérience? Avant d'arriver au mariage, je crois que les parents doivent donner une éducation, une très bonne éducation à leurs enfants. Parce que si vous avez raté la base à votre enfant, lorsqu'il sera adulte, ce sera un raté, tout simplement. Donc, pour qu'on ait un homme qui sait qu'après avoir épousé la fille de quelqu'un, la politesse voudrait que pendant les fêtes de fin d'année, on appelle ne serait-ce que pour souhaiter bonne année à votre belle-mère, joyeux Noël ou bien bonne fête du Ramadan, il faudrait qu'il ait reçu en amont des valeurs de respect à l'endroit de la personne qui entre, parce que ce monsieur, malheureusement, dans cette histoire, n'a pas aimé, n'a pas embrassé, n'a pas accepté la famille de cette fille et considère qu'un jour, il marchait dans la rue, il a trouvé une fille qui dormait sous un pont, il l'a prise, il l'a ramenée chez elle et c'est bon, c'est fini, elle n'a personne et elle n'est personne. Madame, faites respecter vos familles dans vos mariages. Très bien. Allez, Dominique Pengou, finalement, si le mec n'a pas vu ses parents le faire, ce sera peut-être difficile pour lui aussi de le faire aujourd'hui. Mais principalement, on sait tous qu'on vit dans une société où on doit adorer nos belles-mères, parce que la mienne, je l'adore, vous voulez bien. Mais on fait comment? Qu'est-ce qu'on dit à ceux-là qui montent, qui sont sur le chemin du mariage et dans les jours à venir, justement, devraient prendre acte? À ces femmes-là qui vont en mariage en vilipendant leur famille, en essayant de peindre leur famille en noir, ça va naturellement aboutir à ce genre de conséquences. On ne va pas en mariage pour abandonner totalement sa famille. On va en mariage justement et on essaye d'amener son futur ou encore son futur époux à mieux instaurer des relations amicales avec les membres de sa famille. Même si la famille a une situation précaire, on doit essayer quand même d'instaurer le respect qui doit être là. C'est pour ça qu'on aboutit à ce genre de beaux-frères ou de gendres qui ont des relations parfois très glaciales avec les belles, mais justement parce que la femme n'a pas su nouer le cordon. Donc c'est de la responsabilité de la femme. Voilà, merci beaucoup. Et on le dit très bien, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Toujours avoir ce bon sens à chaque fois. Appelons nos belles-mères, disons-leur justement que nous les aimons, c'est des petites attentions. Appelons également nos beaux-pères, faisons-leur des petits compliments, disons-leur justement que nous les aimons. Arrêtons justement la guerre en permanence, arrêtons les froideurs au sein de nos foyers, arrêtons les conflits qui ne nous apportent rien et ne génèrent que beaucoup de maladies. Vivre en société également, c'est s'accepter avec nos qualités et nos manquements. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur les dérives népotistes en Afrique centrale. Depuis la fin avril 2021,
Idriss Déby Itno n'est plus du monde des vivants. Après 30 ans de pouvoir, le défunt chef de l'État tchadien s'apprêtait à entamer un 6e mandat à la tête de son pays. Le décès du maréchal proclamé du Tchad a propagé une onde de choc en raison de la personnalité de l'homme, mais surtout du caractère soudain de la disparition. Jusqu'à ce jour, les contours de cette mort de l'homme fort de N'Djamena ne sont pas encore totalement élucidés. Mais alors que son pays est encore à peine prêt à admettre la disparition de celui qui a dirigé le Tchad du main de fer depuis les années 90, le général Mahamat Idriss Déby, qui n'est personne d'autre que le fils du défunt chef de l'État, s'est emparé du pouvoir comme chef du Conseil militaire de transition. Il affirme vouloir stabiliser les institutions. Celui qui était jusque-là commandant de la garde présidentielle fait ombrage à l'Assemblée nationale, dont le président est, d'après la Constitution, chargé d'assurer l'intérim en cas de vacances à la tête de l'exécutif. Cette prise du pouvoir au Tchad n'est pas sans rappeler les alternances antidémocratiques ou népotistes à peine voilées vécues ou envisagées en Afrique centrale. Si les modes opératoires diffèrent d'un pays à un autre, le dénominateur commun à ces prises de pouvoir, c'est leur caractère dynastique. En 1982, Ali Bongo Ondimba est nommé par son père de président Omar au cabinet présidentiel. Tout près de son géniteur, il appande les couloirs du palais. De la présidence, il est nommé ministre des Affaires étrangères, puis il est propulsé à la défense. À la mort de Omar Bongo Ondimba en juin 2009, aucun observateur n'est surpris vraiment que le Parti démocratique gabonais, la formation politique du père décédé, choisi comme candidat à l'élection présidentielle de cette année-là, Ali Bongo Ondimba, alors âgé de 50 ans net. En octobre 2009, il est porté à la tête du Gabon à l'issue de l'élection présidentielle du 30 août. Ce schéma de prise du pouvoir, comment ne pas y penser à nouveau? Après la nomination, en décembre 2019, de Valentin Noureddin Bongo au poste de coordinateur des affaires présidentielles, au Congo de Denis Sassou Nguesso, c'est Christelle Denis Sassou qui a pris le portefeuille de ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé dans le gouvernement formé au mois de mai dernier. À 46 ans, il arrive ainsi de façon surprenante à la tête d'un département ministériel nouvellement créé, pour le coup. Depuis quelques mois au Cameroun, un mouvement dénommé Mouvement des franquistes pour la paix et l'unité défraie la chronique. Le mouvement ambitionne de porter la candidature de Franck-Emmanuel Biya à la présidentielle de 2025. Franck-Emmanuel Biya est né le 21 août 1971. Il a aujourd'hui 50 ans net. Contrairement à Ali Bongo Ondimba au Gabon ou à Christelle Denis Sassou Nguesso, Franck-Emmanuel Biya n'a pas d'engagement politique connu. Extrêmement réservé, il est jusque-là resté dans l'ombre de son père de président, se contentant de ses activités dans les milieux d'affaires, où il s'est fait d'importants moyens, d'après diverses sources. Au plan purement juridique, rien n'interdit à un fils de chef d'État de rêver d'un magistère présidentiel. C'est évidemment cet argument que les communicants du pouvoir brandissent face aux critiques que soulève la très bruyante communication autour du mouvement dit des franquistes. Mais c'est moins la légalité que le mode de positionnement des fils du président en Afrique centrale qui mérite l'analyse. Dans une sous-région où l'opacité est la règle consacrée d'ascension sociale et politique,
où la moyenne de longévité au pouvoir tourne autour de 30 ans, il y a lieu de questionner les signes qu'envoient les cercles du pouvoir. En tout état de cause, les peuples d'Afrique centrale, pris en otage dans l'enclos de la malgouvernance, de la corruption, du tribalisme, n'ont pas d'autre choix que de se mobiliser contre les chaînes des dynasties gouvernantes et gourmandes qui les maintiennent otages depuis les indépendances, au risque de sombrer sous le sous-développement, devenu la marque de fabrique dans la région la moins avancée du continent africain. À demain. Voilà, Donald Brice Kamgang, eh bien, vous pensez, vous vous arrêtez, vous vous pliez réellement à ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région Afrique centrale concernant le népotisme. Eh bien, il faut bien sûr, par bonne définition, permettre aux Camerounais qui nous regardent aux Unis africains de comprendre que c'est simplement le but pour un pouvoir mis en place de pérenniser sa succession à travers les membres de sa famille ou de ses amis en réalité. Eh bien, vous aviez choisi prendre le large spectre de la zone Afrique centrale aujourd'hui avec des éléments probants, que ce soit au Gabon à côté avec le fils de l'ancien président gabonais Ali Bongo qui est au pouvoir aujourd'hui. Vous avez retouché également ce qui se passe au Tchad avec l'actuel fils de l'ancien président Idriss Déby Itno. Même si on parle encore de transition, attendons de voir parce que tout est bien parti pour que celui-ci prenne assurément le pouvoir au Tchad. Vous revenez quand même au Cameroun avec des éléments probants concernant les préparations psychologiques des Camerounais à accepter, s'ils le veulent bien, Franck Emmanuel Biya comme futur président de la République au Cameroun. Eh bien, c'est pas seulement dans ces éléments-là. On se rend compte que même dans des ministères, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des mairies, quand je dis mairie, prenez bien sûr Denis Fampou ici à Douala pour comprendre ce qu'a été le père Fampou, pour mieux comprendre justement des questions liées au népotisme. Alors, Dominique Odro-Yengelek, est-ce qu'on va dire concrètement que c'est un phénomène qui est devenu normal pour les Africains, notamment de la sous-région Afrique centrale aujourd'hui, parce qu'on a le sentiment qu'il y a eu un réel problème entre la transition existante entre les royaumes et la République. Si je comprends bien, vous voulez parler de l'époque... Partons des royaumes pour la République, on a le sentiment justement que beaucoup ne se considèrent pas en République. Beaucoup se considèrent toujours dans des royaumes. Dans la perpétuation du comptoir colonial, oui, dans parce une certaine que mesure. Justement, à cette même date, on avait un premier ministre qui gérait les territoires d'outre-mer et il avait mis sur pied une loi qui donnait une certaine autonomie aux colonies de l'époque. Malheureusement, c'était une ruse pour les sociétés occidentales. Gaston Defferre, qui faisait que on était en train de fabriquer des sortes de pions qui devaient être là pour s'assurer de gérer les intérêts de la France dans ces mêmes colonies-là, malheureusement. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a véritablement pas eu de transition du côté de l'Afrique centrale parce qu'on a maintenu les mêmes personnes qui étaient en même de pérenniser les comptoirs coloniaux, comme Bembo aime bien le mentionner. Moi, je voudrais qu'on parle de népotisme, par exemple, au niveau de l'éducation, dans l'entrée de nos grandes écoles. C'est quelque chose qui est tellement fraglant aujourd'hui. C'est comme le nez au milieu de la figure. Tout le monde le sait, tout le monde le voit et on vit avec. Souvenez-vous que le 14 juin de l'année 2019, on a vu sur la toile une lettre qui demandait par exemple que l'ENAM admette un candidat. Et on avait donné 2 arguments pour que celui-ci entre. On avait dit dans la lettre adressée, le prestigieux patronyme que porte le candidat, 1, sont les 2 atouts pour qu'il entre à l'ENAM et également l'excellente relation que son défunt père avait avec le chef de l'État. Ouais. 2. Bon, à côté de ça, ce qui joue en la défaveur de ce candidat-là, c'était qu'il était arrivé en âge il devait dépasser l'âge limite pour entrer à l'ENAM. Donc, heureusement pour lui, au mois d'août
le 21 août précisément de la même année, ce candidat a été retenu pour le concours de l'ENAM. Si ce n'est pas ça le népotisme qui voudrait qu'on favorise les nôtres, nos amis, les membres de leur famille, je ne sais pas s'il y a une autre explication. Aujourd'hui, on a une sorte de reproduction au niveau de notre appareil, l'appareil gouvernemental, qu'il faudrait que on a été ministre ici, on a un enfant qui est sous-préfet là-bas, on est à l'Assemblée nationale, on a son fils qu'on est en train de positionner parce que logiquement on est sur la voie de sortie et il faudrait qu'on l'imprègne déjà d'un certain nombre de dossiers aux plus grandes dames des autres citoyens qui ont les mêmes capacités pour pouvoir gérer le gouvernement. 80% des personnes qui entrent dans les grandes écoles aujourd'hui entrent parce que simplement ils ont été cooptés. Le reste de pourcentage, ça ce sont les articles qui le précisent, le reste de certains articles, le reste de pourcentage est partagé entre le mérite et l'équilibre régional. Vous voyez donc que la méritocratie ici chez nous n'existe que de noms, ce ne sont que des mots qui laissent place justement à un favoritisme exacerbé, matérialisé par les personnes qui ont la tête de notre État. Ça s'apparente également, Dominique Pengou, à ce qu'on qualifie aujourd'hui de confiscation du pouvoir. On sait qu'on a nos affaires. On sait qu'on a géré un certain nombre de dossiers. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de dire aux Africains, notamment de la sous-région Afrique centrale aujourd'hui, finalement, est-ce que ce sont des familles qui vous gèrent ou c'est la République mise en place qui est réellement exprimée à travers ces institutions et les hommes forts qui doivent les incarner? Comment vous comprenez cette question du népotisme grandissant, géant, intéressant pour beaucoup d'Africains dans la sous-région Afrique centrale? J'ai envie ce matin de traduire le népotisme africain à un adage qui dit le linge sale se lave en famille. Puisque je pense que c'est une retransmission assez parfaite de ce qui se passe, surtout lorsqu'il faut occuper des postes de responsabilité ou encore lorsqu'il faut faire une transition de pouvoir à la tête d'un État. On a vu le cas du Gabon qui s'est transmis de père en fils. Peut-être c'est justement parce que les contrats ou les accords qui ont été signés avec les coloniaux ou encore qui ont été signés avec des partenaires, les débiteurs de fonds, on a envie que le fils est le mieux placé pour continuer ce que le père a instauré ou encore pour continuer ce que le père jadis avait accepté comme gestion de son pays ou encore de la structure qu'il commande. Donc c'est ce que je me dis ce matin, c'est une façon de dire si c'est mon fils qui gère, ça veut dire qu'il va mieux garder le secret qui a été en amont instauré pour que soit la mauvaise gestion, soit l'incrimination ne se fasse pas de façon externe. Parce que on va remarquer, on va remarquer dans certains pays où la transition se fait de façon normale, on remarque au moins qu'il y a ces leaders-là qui ont une façon de bien gérer les choses, de bien gérer leur pays, ne se reprochent de rien. Quand ils partent à la tête haute en se disant je laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas le cas pour l'Afrique centrale précisément parce qu'on remarque que quand un président veut déjà céder la place, c'est le propre pays de la zone anglophone. De la zone, voilà. Justement, quand on remarque les pays tels que le Nigeria, le Ghana, il y a une transition politique qui se fait de façon limpide. Le président part, il laisse une personne prendre le pouvoir et après on ne viendra plus faire des enquêtes telles que la CPI est en train de faire une enquête pour incrimination ou encore pour crime contre l'humanité à tel ou tel autre président. On n'a pas souvent ces histoires-là dans l'Afrique anglophone. Mais par contre, en Afrique centrale, ses prédécesseurs ne veulent même pas d'abord laisser une transition pour qu'une tierce personne... Le précaré français dans sa globalité. Ils ne veulent même pas, justement parce qu'ils avaient déjà instauré une certaine magouille, une certaine mafia qui n'est pas près de sortir de l'aubaine. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils laissent ça à leur Pendant fils. que vous parlez, il y a des noms qui me viennent en tête. Je vous l'ai dit, le sentiment se dégage en même temps dans le népotisme pour des faits beaucoup plus historiques. On a le sentiment aujourd'hui que lorsqu'on a des noms, permettez, je vais citer un nom, c'est des exemples. Hein. Ouais. On a Salomon Tandemuna, qu'on a connu, qui a été tout ce qu'il a été influent dans ce pays lors de la réunification, lors des indépendances du Cameroun. On sait ce qu'il a été. On regarde ce que sont les enfants Mouna aujourd'hui, notamment celle qui a été ministre de la Culture au Cameroun. Alors, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que, parce que vous avez obéi aux injonctions du colon, parce que vous avez validé les injonctions de la France qui imposait les hommes qu'il voulait justement aux endroits qu'il voulait, que l'on vous rassure qu'on va continuer à renflouer vos caisses, à nourrir vos familles pour que vous soyez constamment aux affaires aujourd'hui?
Oui, et je pense que cela n'est même pas parfois de gré, parce que lorsque ces dirigeants ou encore ces prédécesseurs signent des accords, c'est parfois à long terme, déjà 100 ans, 200 ans. Donc peut-être ils se disent que le fait de pérenniser les membres de notre famille, nous sommes par exemple d'une certaine façon prisonniers de ce qu'on a pu signer dans les temps, sans toutefois comprendre les conséquences de ce qui va en suivre. On a par exemple le président de l'Assemblée nationale cette année encore qui a sorti le scoop avec la nomination de son fils en tant que... Au poste de directeur du cabinet. Voilà, de directeur de cabinet et son garde du corps personnel. Ça sort à un moment où on fait beaucoup de tapage sur ce que c'est que le Parlement au Cameroun, où on a envie de recycler les choses en commençant déjà par la tête qui est le président de l'Assemblée nationale. Alors vous pensez qu'il n'est pas déjà en train de préparer une certaine succession? Permettez même d'ailleurs, vu le texte du Cameroun, pour revenir sur ce cas précisément, on le sait, il n'y a pas de, comment on dit ça, on ne remplit pas deux fonctions au même moment. Pas du tout. Dis simplement que, est-ce que le président de l'Assemblée nationale ne serait pas en train de mépriser les Camerounais aujourd'hui en faisant comprendre aux Camerounais que je suis le PAN, j'ai le pouvoir, je nomme qui je veux dans mon administration, c'est mon fils, il est mon garde de corps et il est par ailleurs directeur de mon cabinet. Alors, cumul de fonctions, est-ce qu'il n'est pas lui-même aujourd'hui susceptible d'être mis sur le banc des accusés pour ce type d'acte-là? Le président de l'Assemblée nationale avait déjà prouvé aux Camerounais que lui, il est le président de l'Assemblée nationale justement le moment où il est arrivé au Cameroun avec les mesures barrières du coronavirus. On avait imposé un confinement de 14 jours qu'il n'a pas respecté. Ouais. Directement sorti de l'avion, il est venu au milieu des membres de l'Assemblée nationale et des députés. Donc à ce moment-là, on convient, au lendemain, on convient avec nous que ces autorités-là ne prennent généralement pas en compte ce que le bas peuple veut ou encore ce que dit la loi. Parce que même la loi, ils sont en train d'aller à l'encontre de la loi. On ne doit pas faire une cumul de fonctions, mais vous avez un fils non seulement qui a deux fonctions, mais dans la même entité où vous êtes président. Comment ça peut se comprendre? Parce que même en Occident, rien que le simple fait de nommer votre fils dans la même enceinte que vous dirigez, ça pose déjà un problème. Il y a des vices quand même. Merci beaucoup. Eh bien, Donald Brice Kamgan, on sait aujourd'hui, l'évolution du népotisme a pris des phases incroyables en Afrique centrale. Et même dans l'Afrique aujourd'hui. Même si on n'en parle pas. Pour le cas du Cameroun précisément, c'est les ministres qui sont aux affaires, qui ont déjà des enfants qui sont sous-préfets, préparés à être ministres demain. On s'en souvient du document qui avait fuité il y a environ un an sur les réseaux sociaux, parlant d'une confiscation, d'une idée d'un parti politique à vouloir confisquer le pouvoir au Cameroun en faisant nommer seulement leurs enfants aux différents postes clés, que ce soit l'armée, que ce soit dans l'administration globalement. Est-ce que ce n'est pas une autre forme de népotisme un peu plus pernicieuse aujourd'hui, M. Kamgan? Tout népotisme est pernicieux, mon cher Michel. En Afrique centrale, il y a des trajectoires qui sont différentes, mais qui manifestement aboutissent à la même issue. Nous avons cité tout à l'heure Christelle Sassou Nguesso, le fils de Denis Sassou Nguesso, qui a 46 ans. Il a pris au mois de mai dernier le poste de ministre de la coopération internationale et du développement, la promotion du secteur public, du public-privé dans le gouvernement qu'a nommé son père. Ce n'est pas forcément cette nomination qui pose problème, c'est qu'au regard des expériences en Afrique centrale, on est bien tenté de s'inquiéter parce que vous savez que lui, s'il a par exemple aujourd'hui un poste de membre du bureau politique du parti du PCT au Congo, le Parti congolais des travailleurs. Ce n'est pas le cas pour Frère Emmanuel Biya au Cameroun, par exemple, qui n'a pas un passé politique dense. Les fils de président peuvent très bien avoir le rêve, l'ambition de gouverner leur pays. Mais nous disons qu'il faut que cela se fasse dans la transparence. Mais il faut préciser que c'est des citoyens comme tout autre. Se fasse de façon clair, qu'on voit la trajectoire qu'ils ont parcourue et qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont pistonnés, positionnés par leurs fils. Nous sommes en Afrique centrale. Je rappelle que c'est la sous-région du continent la moins intégrée, la sous-région du continent la moins développée, où la malgouvernance est rampante et donc finalement, on ne peut pas dire que le népotisme sert les intérêts des peuples africains. La lettre que nous en lançons ce matin, c'est de dire au peuple d'Afrique centrale, eh bien, réveillez-vous, vous dites souvent sur ce plateau, allumez vos cerveaux et soyez prêts, soyez les gendarmes de votre destin au cas où
ces tentatives de remplacement des pères par les fils tentent de se perpétuer, comme nous voyons des signes. Vous savez que dans l'environnement sociopolitique en Afrique centrale et au Cameroun en particulier, les signes sont d'un précieux secours dans l'analyse et le décodage des agendas politiques. Merci beaucoup Dona Brice Kamgan. Madame, Messieurs, le regard qu'on y porte en même temps sur le népotisme ce matin, c'est de rappeler aux Africains que via cette sale cause qui a décimé les peuples africains, notamment l'esclavage, qui a été poursuivi à travers de nombreuses conférences, notamment celle initiée en 1885 par Otto von Bismarck et bien d'autres sur le partage du continent africain. Souvenez-vous de la conférence de Yalta, souvenez-vous de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU aujourd'hui. Rendez-vous compte qu'avec la colonisation et le néocolonialisme en cours aujourd'hui, jusqu'à présent, les peuples africains devraient se lever. Comment est-ce qu'ils entraient chez nous? Ils venaient avec des miroirs et du vin. Ils présentaient justement des miroirs à certains chefs locaux qui faisaient justement en échange, qui faisaient des échanges avec des êtres humains qui devaient être considérés comme des esclaves dans les plantations occidentales. Allez, n'oubliez pas, ouvrons les yeux, allumons nos cerveaux. Le destin des peuples de la sous-région Afrique francophone, vous avez votre destin entre vos mains. Bon retour à vous, bienvenue à l'instant si vous vous joignez à nous sur les antennes Equinox Télévision. Le programme c'est 10-12, le Zénith, et qui est un talk show qui vous permet chaque matin de mieux comprendre l'actualité, peut-être aussi, mais surtout de mieux vivre les réalités du Cameroun. Eh bien, quand on parle du Cameroun, que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur, le Cameroun est devenu très compliqué. Je reprends des expressions comme celles que certains nous balancent très souvent dans Brice Kamgan. Le pays est en désordre. Non seulement le pays, disent-ils, est en désordre, parce qu'ils sont des Camerounais, ils essaient à leur façon justement d'apprécier les réalités du pays en ce moment, avec toutes les informations qui tournent à la fois sur l'administration, sur la gestion, sur la gouvernance, sur les réalités individuelles de chaque Camerounais. Le sentiment c'est que le pays est bien sûr en désordre. Et au-delà de ce pays en désordre, on est en droit de se demander qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire concernant Olivier Bibounissac et le professeur Fogué du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ils ne sont pas seuls. Depuis le 20 septembre 2020, il y a des Camerounais qui sont retenus, dit-on, injustement dans les prisons camerounaises pour avoir choisi de marcher simplement avec des arbres de paix en main pour revendiquer le retour de la paix dans les zones anglophones et imposer ou appeler le gouvernement simplement à revoir son positionnement autour du code électoral. Qu'est-ce qui peut expliquer que jusqu'à présent, que le régime de Yaoundé ait choisi toujours de confisquer ces Camerounais dans les prisons, et les cas Olivier Bibounissac et Alain Fogué inquiètent davantage. Le procès est renvoyé bien sûr au 13 juillet prochain. Qu'est-ce qu'il en sortira? Pourquoi autant de renvois? Dans quel intérêt justement va-t-on le faire? Toujours des rapports de force. Eh bien, on vous l'a dit en début d'émission qui n'était pas avec nous. Et enfin, il nous a rejoint derrière justement les rideaux, observateur. D'ailleurs, il est notre constant permanent. C'est un bon moment, Bengan Kandje. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho Numba. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Et vous nous rejoignez justement dans cette deuxième partie. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'on vous a regardé de l'autre côté ici. Et vous tentiez quand même de vouloir rebondir sur des questions concernant le népotisme réel existant en Afrique centrale aujourd'hui. Oui, je pense qu'il faut utiliser le langage normal, les mots justes. Nous sommes dans les enclos coloniaux. Ouais. Je pense que pour qu'on commence à imaginer les portes de sortie ou alors les voies de libération, il faut dire par exemple que les pays, ne dites plus les pays anciennement sous administration française, il faut dire les pays sous domination française. Les pays sous domination française. Voilà, sous domination anglaise, sous domination portugaise. Là, on va intégrer la volonté de se libérer. Parce que les gens ne comprennent pas trop quand on dit diviser pour mieux régner. Et ils se cantonnent à dire, ah oui, tel est Bamleke, tel est Bassa. Bon, ce n'est pas ça. En réalité, en la création de l'OIA en 1963, on avait mis un bout de phrase. Non-ingérence dans les affaires internes
respect des frontières intangibles héritées de la colonisation. Voilà, c'est à peu près ça. C'est ça qui fait même que, même pour faire des marchés sous-régionaux, la CEMAC, la CEAC, c'est compliqué. Parce qu'à un moment, il y a toujours ce blanc-là. Vous ne pouvez pas. C'est un verrou. Voilà, tout à fait. Or, ils ont triché ici pour faire l'Europe, l'Union européenne. Ou même lorsque les Britanniques disent qu'on veut quitter, on cherche toujours à les rapprocher. Mais vous, on vous divise. Voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, puisqu'ils ont les valets locaux pour perpétuer cela, ça devient donc du népotisme. Absolument. Nous avons choisi Mbombok, précisément parce qu'il n'était pas méritant. On lui donne les moyens pour que les Oyengelek là, qui le dépassaient même à l'école, vraiment s'il ose la tête, s'il veut montrer l'intelligence, même s'il aime son pays, il a eu des diplômes, il veut travailler, non, on coupe sa tête. Ouais. On le voit toujours comme un ennemi. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre à cela. Malheureusement, il faut le dire, il faut que les partis politiques, la société civile le disent. Et je termine justement pour rompre un peu aussi le débat qu'il y a avec Achille Mbembe. Voilà ce que Achille Mbembe veut obtenir. Ça risque d'être l'un des pans de notre libération. C'est-à-dire que la société civile africaine devrait maintenant parler avec l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui fait tout. Il y a le sommet France-Afrique, les sommets Russe-Afrique veulent seulement commencer. Ne veut pas parler. Et là maintenant, on comprendra dans la société civile africaine quelles sont ces organisations qui prennent l'argent de la coopération française. Parce qu'on a toujours en tête que, oui, ce sont les dirigeants qui sont encadrés. Effectivement, ils le sont. Mais également dans la société civile, il y en a qui sont là. Et la coopération française a dit qu'on est toujours avec l'ambassade de France. Et on a l'impression que la société civile africaine, elle est, j'allais dire, multiforme, elle est homogène. Non. Là, la ligne de démarcation sera claire et les Africains qui voudront que les choses changent, ils vont militer que ça change. Même si aujourd'hui, Ben Gandéa, merci beaucoup pour votre présence et votre intelligence et toutes ces références historiques. Même si la question d'Achille Mbembe continue encore de poser, on va dire Mbombok avec tout le respect que nous demandons. On avait dit un réel débat. Parce que même à l'époque, on disait à Oumyobé que tu demandes l'indépendance. Oui. Notre pays, on n'est même pas à mesure de fabriquer une bûchette à l'UE. Achille Mbembe va échanger, va créer le lien entre l'Afrique et la France pendant ce sommet qui arrive. Et va encadrer absolument la société civile africaine. Déjà au niveau du Cameroun précisément, pouvez-vous dire, bon Bengan, que vous avez une société civile camerounaise crédible, comme le ballet national que l'on voit dans d'autres pays, que ce soit Burkina Faso, et il y en a marre dans d'autres pays comme le Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun a une société civile crédible, à même de représenter la voix des peuples camerounais à ce sommet-là? Mais l'Afrique ne se réduit pas au Cameroun, mon cher Michel. C'est si le Cameroun n'a pas de... Oui, je comprends bien votre question. Si vous avez raison de poser cette question, il faut dire que l'Afrique ne se réduit pas au Cameroun. Ce n'est pas parce que la société civile camerounaise est ce qu'elle est, c'est-à-dire infidèle au pouvoir, en tout cas phagocytée par le pouvoir, peut-être c'est le mot, que vous ne pouvez pas la comparer à celle du Burkina Faso, qui est existante, qui est forte, qui a joué un rôle dans la transition dans ce pays. Celle du Mali, plus ou moins est en place. Celle de l'Algérie, il y a un certain nombre de pays où la société civile est existante, fait un travail énorme de conscientisation, d'éveil citoyen qu'il faut saluer. Je pense que ce sont des éléments sur lesquels ceux qui souhaitent aller vers une nouvelle vision des relations avec la France, la puissance, l'ex-puissance tutélaire si vous souhaitez, peuvent s'appuyer. Achille Mbembe de cela. Évidemment, cela fait débat. Est-ce que cette société civile pourra évoquer les réels problèmes de népotisme existants sur le continent depuis 60 ans aujourd'hui au moins? Oui, mais vous pensez que il ne faut pas penser que c'est la France qui viendra résoudre. Mais la France se contente en fait. C'est son vœu de pérenniser ces comptoirs. C'est le lieu d'interpeller la France sur son rôle dans la pérennisation de ces comptoirs coloniaux, son rôle dans les successions dynastiques dont nous parlons ce matin sur le continent africain. Achille Mbembe, parmi ceux qui pensent, je rappelle que c'est quand même l'un des plus grands pourfendeurs de la France-Afrique
jusqu'à présent. Mais il pense qu'il faut peut-être changer de paradigme, aller vers le dialogue et peut-être obtenir des concessions envers cette France tutélaire. Un tel dialogue, Mohamed Bengan, pourra produire quoi concrètement? Rien. C'est pour ça qu'Achille Mbembe a dit, après ce sommet, il restera toujours écrivain. Il n'est pas homme politique. Il voudrait, comme il avait fait quand il était jeune, son premier livre était intitulé « La jeunesse et l'ordre social en Afrique ». Il voudrait donc interpeller les gens plus mûrs par ce vocable. Il n'envisage pas écrire un livre là-dessus. Parfait. Peut-être en disant « La société civile et l'ordre social en Afrique ». Donc, il faut casser les veines. Quand on ne peut pas renverser une dictature en appliquant les lois de cette dictature-là, même s'il y a le dialogue, il faut prévoir qu'il faut savoir faire la guerre. D'autres stratégies. Oui, Beaucoup parce plus qu'en militaires. réalité, il faut avoir une société africaine des peuples. Parfait. Une société africaine des peuples. Regardez Maximilienne Ngombe. Elle est au niveau de la CEMA. Si on l'élargit au niveau de la CEAC, ça va faire 10 pays. Donc la CEMA plus la RD Congo, plus l'Angola, le Burundi, le Rwanda. Regardez comment la défense des droits humains seront beaucoup plus élargies. Si vous prenez donc Philippe Nanga, Un monde à venir, et qu'il ait la possibilité de trouver ses frères et sœurs dans, dans la même surface, dans le même territoire, comment ça va donner? C'est pour cette raison que Mitterrand avait amené au Houphouët-Boigny justement à saboter l'orientation du Rassemblement démocratique africain, RDA. Voilà. Et Houphouët a donc triché en nommant par exemple certains ministres sénégalais chez lui, guinéens, et ainsi de suite. C'est-à-dire pour donner l'impression qu'il fait l'intégration, et pourtant c'était faux. C'était archi faux. C'est pour ça que l'après Houphouët est dur, comme le Cameroun est dur. Lorsque la CIA amène à l'assassinat de Lumumba par Mobutu, Mobutu vient et dit, Mobutu c'est Wassabamba. Donc il vient africaniser et les gens intègrent ça. Ils ne regardent pas l'orientation politique. Donc la fumisterie ou alors le banditisme politique qu'il y a derrière ça. C'est comme ça qu'on vole progressivement les concepts des africanistes, on les intègre. Si tel dictateur vient, il prend, tel manipulateur vient. On n'en est pas très loin avec le sommet qui arrive, parce qu'il en sortira justement des conclusions, des clauses qui seront applicables. Mais et maintenant, il n'y a toujours pas de souveraineté pour ces pays. Il n'y a toujours pas de liberté, il n'y a toujours pas d'indépendance, parce qu'en réalité, si le continent africain, je veux dire pour les pays du précaré français veulent véritablement se libérer, il faut poser le réel problème de la monnaie, premièrement. Il faut poser le réel problème de la langue, parce que vous et moi nous parlons, nous exprimons en français aujourd'hui, parce qu'en fait il y a eu cette imposition. Il faudrait poser les réels problèmes de nos ressources minières, qu'elles soient gérées par les Camerounais eux-mêmes ou par les Africains. En tout cas, mon Benga, ça fera l'objet. La langue viendra après. Hein. Lorsque De Gaulle gagne la guerre, la deuxième, il a dit aux Américains, vous m'avez donné l'argent et ne me demandez pas le compte. Je n'entre pas à l'OTAN, mais je vais faire le couple franco-allemand. L'un parlait français, l'autre parlait allemand. Voilà. Mais ils ont quand même formé un couple. Merci beaucoup, mon Benga. Merci à vous. Eh bien, n'oubliez pas, madame, messieurs, nous restons sur 10-12 le Zénith. L'une des questions qui taraude les esprits des Camerounais depuis un petit moment, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe réellement au sein du ministère des enseignements secondaires. Il se trouve qu'on va de scandale en scandale. Des scandales en plus fini. Hier soir encore sur les antennes de Radio Equinox, ici à Douala, 93 FM, pour ceux qui l'écoutent, ou encore le canal 526 du bouquet Canasat, des auditeurs ont choisi de se faire entendre sur l'attitude de la ministre des enseignements secondaires, lui demandant simplement de démissionner. Après tant de scandales, souvenez-vous qu'au niveau du baccalauréat, des Camerounais se sont plaints. Et ce matin, de Nabiskangan, vous nous disiez d'entrée de jeu qu'il y a encore un nouveau problème qui s'est produit ce matin. La ministre doit-elle rendre son tablier aux 13h et dire aux Camerounais, je démissionne? Dans un pays sérieux et qui se respecte, ce serait le cas. Nous disions ce matin que les épreuves du probatoire qui sont en cours, qui ont commencé lundi, ont ouvert un nouveau chapitre du scandale, ce qui convient désormais d'appeler le scandale des examens officiels session 2021.
eh bien, les proviseurs de lycée, qui sont les chefs de sous-centre à Douala, se sont rués ce matin vers la délégation régionale des enseignements secondaires. Et bien, pourquoi? Parce que les épreuves, jusqu'à 8 heures, l'heure à laquelle les épreuves sont censées démarrer, eh bien, les épreuves n'étaient pas disponibles en salle d'examen. Eh bien, ils sont allés, presque tous, vers la délégation pour chercher allaient les épreuves. revendiquer, ils allaient chercher. C'était quoi l'objectif concret? Prendre les épreuves, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Hier, l'épreuve de mathématiques série C a démarré avec du retard. Ça a été le cas pour le probatoire, notamment dans certains sous-centres à Yaoundé, où les épreuves sont arrivées insuffisantes. Et c'est pendant que l'épreuve, l'heure du démarrage était arrivée, que les chefs de sous-centre sont allés multiplier les épreuves parce qu'il fallait que tout le monde fait des photocopies. ait les épreuves. Donc, ça, nous pensons que Incroyable. dans un pays sérieux, la ministre dit, il a fait la main dépassée, je laisse. Donc, il n'y a pas que ça. L'épreuve de français, de probatoire scientifique, a aussi des problèmes de français. Oui. Alors, Dominique Audrey-Oyengele, parce que là, c'est quand même une question fondamentale. Vous vous rendez compte, peut-être pas que, enfin, je vous la pose la question, hein, n'avez-vous pas le sentiment que tout est fait pour tuer l'école au Cameroun? Je m'explique. Donabus, vous m'excuserez, Dominique également. Non, votre question, il faut la répondre. L'école est morte depuis. Non, encore là, non, dites plutôt comprenons. comment on est en train d'organiser les obsèques de l'école. Je veux quand même regarder. Non, je veux comprendre. Parce que vous vous rendez compte, que au niveau du secondaire, il y a des problèmes. Vous dites que comment il va mourir. Au niveau de l'école primaire, il y a un problème. Au niveau du secondaire, il y a des problèmes. Au niveau du supérieur, il y a des problèmes. Est-ce que, je sais pas, j'ai entendu des gens dire que c'est comme si on fait tout pour amener les Camerounais à ne plus réfléchir et mieux les dompter. Oyengelek Dominique Audrey, qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je dis que la dame devait démissionner depuis. C'est pas aujourd'hui que moi j'estimais qu'elle n'était pas à sa place. Du moins, elle devrait être appelée à d'autres fonctions ailleurs. Parce que ici, non seulement les résultats ont régressé considérablement, mais également au niveau de ces examens-ci, on a quand même des gens qui trouvent la force, qui trouvent des mots pour pouvoir expliquer, par exemple, pour le cas du bac, que les enfants aient été évalués sur des épreuves en PPO, pédagogie par objectif, au lieu d'être évalués par l'approche par compétence, en disant simplement que non, à la base, ils sont censés s'en sortir de toute façon. Comment ça s'explique? Et quand vous attribuera 3,37... Une grave légèreté. C'est incroyable. 3 ça veut de dire moyenne. que consciemment, on décide de donner des notes à des enfants qui vont aller caler plus tard devant parce qu'ils n'ont pas la capacité de gérer leurs épreuves. Ce n'est pas normal. Vous ratez. Mbombo disait ce matin qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, on a repris une épreuve parce qu'il y a eu une erreur. On reprend lorsqu'on se rend compte qu'on a fauté. Ouais. Et dans le communiqué, on nous dit que non, c'est simplement en géographie qu'il y a eu des problèmes, mais pourtant les gens se sont plaints de l'ECM, les gens se sont plaints de la philosophie. Donc on a tout un ministère qui a décidé de balayer d'un revers de la main toutes les récriminations que les uns et les autres pouvaient apporter simplement parce que vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien, et on ne va rien lui faire en fait. Les parents camerounais sont où dans cette histoire, Dominique Pengou? Un parent qui envoie son enfant à l'école se rend compte qu'on va lui attribuer une moyenne qu'il ne mérite pas parce qu'on veut, c'est pas complaisance. Est-ce que les parents eux-mêmes ne sont pas complices de ce qui est en train de se passer en ce moment et laissent les enfants à la merci d'une ministre qui fait tout pour tuer l'école avec ses citoyens de demain? Quand vous êtes en face d'une personne qui vous montre par A plus B que ce qu'elle fait bien, vous allez faire quoi? Je ne sais pas ce qui se dit souvent lors des réunions parents, élèves et enseignants, les parents des élèves et des enseignants. Je ne sais pas ce qui se dit souvent là-bas, mais je pense que les parents doivent souvent lors de ces réunions prendre à tâche ou encore avoir ce genre d'informations à la base, en amont. Maintenant, peut-être parfois les parents posent des doléances là-bas, des doléances qui ne sont probablement pas traitées ou encore qui n'ont pas de suite. Qu'est-ce que vous voulez que les parents fassent? Vous, en tant que parent, vous allez faire quoi? Vous levez, aller dans un établissement scolaire, retirer votre enfant, dire à votre enfant ne fréquente plus au Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait des associations de parents d'élèves et enseignants? Il faut d'abord comprendre l'environnement. Si dans l'interpellation de Donald Brice, je vous rappelle un ministre que je ne citerai pas le nom ici, il a dit Aïdjo m'a dit va, moi aussi je vais. Donc, vous dites on ne réfléchit pas, voilà, on s'exécute. Je prends un autre qui lui a été plus courageux, Patrice Ambassala. On les cadre et dit non, les tests qui me nomment font de moi l'ingénieur de l'État.
Ancien ministre des Travaux publics. Ancien ministre des Travaux publics. Je dois regarder, je dois veiller, je dois. Pour les grands chantiers, il faudrait que le Cameroun. On lui dit que non, monsieur, ce n'est pas comme ça. On ne t'a pas nommé pour ça. Le gars sort les textes, il donne même au Premier ministre en filement. Il dit, après avoir parlé au JICAM, on lui dit, ce n'est pas pour ça. On l'a écarté. Alors, Donc, en fait, quand vous dites à Nalo pas de démissionner, si on lui a demandé, comment vous dites ça, son cahier de charges, son job description. C'est de tuer l'école. Voilà, c'est de tuer l'école. Alors, quand on attribue des moyens à des enfants comme ça, ils obtiendront plus tard leur baccalauréat et ils iront forcément dans d'autres écoles. Est-ce qu'on ne pense pas aux générations à venir en termes d'instruction, en termes de restitution, en termes d'héritage du savoir? Le nous a rappelé comment on a admis certaines personnes à l'ENAM. Bon, si c'est ça l'orientation, vous voulez qu'on pense à qui? On va dire que le fils d'un vigile ne pourra jamais être médecin ni ingénieur. Sauf s'il s'appelle. Voilà, sauf s'il lui donne le nom. Quand Bombo sera président bientôt, bon peut-être. Mais si moi je suis président de la République, je ne vais pas nommer Mbombo. Voilà, Mbombo, je vais dire faites comme votre Mbombo. Si vous ne faites pas, vous ne passez pas. Ils t'ont entendu ce matin, Mbombo, en espérant que les autres Mbombo restent assez indulgents vis-à-vis de Mbombo Bengan Kandié sur ce plateau. Madame, monsieur, vous faites bien de rester sur Equinox Télévision. On vous l'a très bien dit. Le regard sur le Cameroun nous interpelle. La République, qu'est-elle devenue? Comment peut-on choisir de tuer l'école, l'éducation? Ne sommes-nous pas mal barrés aujourd'hui? Et tout ceci sous le renouveau. Consti Lamine est avec nous ce matin. Il nous parlera encore de Vondio en quelques minutes seulement. Bonjour à vous, Consti, et bienvenue. Alors, bonjour Michel Gathiou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. À ces clients, je ne cesserai de leur rappeler que le magasin 1001 tapis reste bel et bien en pleine promotion sur tous les articles du dit magasin et que le magasin 1001 tapis est situé en plein cœur de Douala, c'est au quartier Aqua, en face le Palais d'Ika. C'est le magasin qui vous permet d'avoir des compléments alimentaires de très très bonne qualité, d'avoir la pommade contre les hémorroïdes, d'avoir les languettes médicales, les correcteurs de posture, les earlizap, tous ces accessoires de santé sont bel et bien en vente du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Et ceux qui nous regardent en ce moment, qui ont besoin de commander un article au magasin 1001 tapis et qui n'ont pas le temps de venir directement au magasin, peuvent nous appeler et bénéficier d'une livraison à domicile, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays. Nous mettons toutes les dispositions pour livrer nos clients qui sont hors de la ville de Douala et même ceux qui sont dans la ville de Douala qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis peuvent également nous appeler et bénéficier d'une livraison à domicile des articles vendus par le concept Salaka de Consti Lamine du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Parmi ces articles, parmi ces produits, il y a bien entendu la gamme des compléments alimentaires Von Bio. Von Bio est une gamme de compléments alimentaires complète. Dans cette gamme, vous avez le Von Bio Detox, le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, le Von Bio Sleep, le Von Bio Detox. Pour se désintoxiquer l'organisme, il est important de prendre régulièrement le Von Bio Detox. À côté bien sûr de tous ces Von Bio, vous avez le Von Bio que vous sollicitez de plus, c'est le Von Bio Oméga 3. Pourquoi choisit-on le Von Bio Oméga 3? Parce que ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous rajeunir au maximum. Ce complément alimentaire qui se présente à l'écran à l'instant permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser notre tension. Ceux qui ont des problèmes de tension, alors je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Vous avez les problèmes de crampes, les problèmes de fourmillement, les problèmes de rhumatisme. La solution, c'est dans la boîte du Von Bio Oméga 3 à travers sa gélule qu'on prend une gélule par jour pendant le repas. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 qui est bel et bien en vente au magasin 1001 tapis au prix
promotionnel de 6 000 francs. Oui, 6 000, c'est le prix de promotion du Von Bio Oméga 3. Je vous rappelle que la double réduction qui vous a permis de l'acheter à 5 500 a été clôturée depuis. Et depuis cette semaine, nous vendons le Von Bio Oméga 3 au prix promotionnel de 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, vous avez également une lotion. Vous avez un lait de toilette. C'est un lait de toilette médical uniquement pour la peau des diabétiques. Et ce matin, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que ce lait de toilette permet d'embellir la peau des diabétiques. Le lait de toilette Von Bio Lotion permet de nourrir, de protéger et de sécuriser la peau des diabétiques. Donc, plus besoin d'utiliser n'importe quoi pour nos amis diabétiques. Vous êtes diabétique, quel que soit le degré du diabète, alors je vous conseille d'utiliser ce lait de toilette pour diabétiques que vous retrouverez au magasin 1001 tapis au prix promotionnel de 6 000 francs également, votre lait de toilette. Nous allons tout de suite sortir de cette vente de ce matin par la présentation de la pommade contre les hémorroïdes que voici Michel Gachou en quelques instants s'il vous plaît. Cette pommade contre les hémorroïdes permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à avoir cette maladie. Vous êtes nombreux qui souffrent des hémorroïdes. Alors je vous recommande la pommade contre les hémorroïdes. On vous dit merci. Merci beaucoup, Constilamine, pour ce passage. Et bien, ça fait toujours plaisir de vous entendre là-dessus, madame, messieurs. Vous êtes très nombreux également à faire confiance à Constilamine. Hein, n'hésitez pas, quand vous trouvez justement l'occasion d'aller acheter ces Von Bio, ben ouais, il est là pour ça. Il fait, c'est un commerçant et pas de moindre. Bravo, Constilamine. Allez, dans un instant, la revue des réseaux sociaux sur notre antenne. On vous l'a très bien dit, on tentera ce matin de mieux comprendre, de découper, de recouper, de restituer, de comprendre avec vous tout ce qui se dit sur la toile depuis, on va dire, presque 5 jours aujourd'hui. Je vais même dire 6 jours pratiquement parce que nous sommes mardi, c'est ça? Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi, donc ça fait une semaine, 7 jours, jour pour jour. Voilà, que ça fait justement un grand débat. Eh bien, Dominique Pengou, le Cameroun vous regarde ce matin. Tout le monde est suspendu à vos lèvres. Qu'est-ce qui se passe sur Internet? Vous êtes là avec nous. Alors ce matin, on va ouvrir la revue des réseaux sociaux avec ce scandale à la sextape qui agite l'espace public depuis déjà une semaine au Cameroun. Malika, tu incarnes des plaisirs qui transpirent la force et le courage. Ce livre est un exposé de talents enfouis et qu'on a et qu'on ignore, sauf que tu les connais bien et tu enchantes le monde. Tels sont les mots qui paraissent comme la dédicace faite à la jeune fille dont les nudes et vidéos font jaser la toile depuis près d'une semaine. Les vidéos et les photos en question ont été tournées dans le bureau de Martin Camus, qui est le promoteur de la RCI Radio Sport ici à Douala. RCI Radio Sport ici à Douala. Le confrère reconnaît néanmoins lui-même dans une première mise au point qu'il a faite après la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux. Il dit avoir reçu ce jour-là un couple d'inconnus venus à sa rencontre à l'effet de se faire dédicacer un livre dont il est l'auteur. Il se serait par la suite absenté pour à peine 10 minutes, suffisant pour ces visiteurs de se livrer à des accouplements et autres obscénités et qui est filmé dans son bureau. Cette version des faits diffusée sur sa page Facebook peine toujours autant jusqu'aujourd'hui à convaincre. Elle a même littéralement déchaîné contre lui de nombreuses réactions indignées, encore plus avec la version du deuxième homme mis en cause qui est Wilfried Eteki, le fils de René Eteki et de Marie-Louise Eteki, candidate à l'élection présidentielle de 2011, qui, quant à lui, sur sa page Facebook, a affirmé avoir publié la vidéo, mais c'était une erreur de manipulation et de destinataire. Cette version prouve à suffisance qu'il ne s'agissait guère des inconnus venus pour une dédicace. Martin Camus Mime, même s'il n'est pas formellement identifié dans la vidéo, est quand même jugé au minimum complice de ce qui s'est passé ce jour-là dans son bureau. Et alors que ce tourbillon médiatique
est loin de s'être estompée. L'affaire est telle qu'elle a déclenché un flot de réactions de la part de nos artistes camerounais. On peut entre autres citer des personnes bien connues telles que Lady Ponce, Mani Bella, Charlotte Dipanda et bien plus. Et également de la part de nos hommes politiques tels que Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, et encore des représentants du gouvernement, certains membres du gouvernement également. Et en même temps qu'elle donne lieu de débats qui enflamment la toile sur le sexisme, la dépravation des mœurs et les comportements déviants en milieu professionnel. Devenu un hashtag sur la toile, hashtag Affaire Malika, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille prendra la parole ce jour au nom du gouvernement pour prendre la parole ce jour au nom du gouvernement sur cette affaire. Alors maintenant, les questions qui sont posées, c'est ce que dit la loi quand il y a ce genre d'avènement, les articles mis en cause pour la défense des victimes, si les protagonistes sont jugés coupables, quelle serait leur sentence? Allez, justement, la question divise, la question crée des passions, des chaînes, des réactions sur les réseaux sociaux depuis 7 jours aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? En recoupant, comme vous l'avez très bien fait, merci déjà à vous, Dominique Pengou, Dominique Audrey, en recoupant les faits, on se rend compte quand même que la petite Malika, si on s'en tient à toutes les déclarations qui ont été faites jusqu'à présent, 17 ans seulement, sort et va chez le dentiste. Chez le dentiste, elle se retrouve par le canal d'un ami, d'un proche qui l'invite justement à retrouver notre ami. On se retrouve dans un bureau, on prend du whisky, elle est déjà sous anesthésie au niveau de la rencontre avec le dentiste. Maintenant, il y a du whisky et autre chose. Alors, quelle est votre lecture sur ces faits, sur la femme qui a été, on va dire, humiliée, déshumanisée, discréditée, mise dans la rue? Votre regard, c'est lequel, Dominique Audrey-Yengele? Lorsqu'un homme vicieux pose les yeux sur une femme, on peut entrevoir les motivations libidinales de ce dernier. Malheureusement... Entrevoir? Oui, on peut entrevoir le vice, la malice dans les yeux de cet homme-là lorsqu'il pose ses yeux sur vous. Au premier abord, lorsque j'ai pris connaissance de cette histoire, je me suis dit, ah, certainement ce bureau, c'est un site de tournage de films pornographiques. Et certainement sur ce site, on vous dit, ici il y a des femmes, vous venez vous goûter, vous tester, réaliser vos fantasmes, et si ça vous a plu, faites-en un mode de vie, tout simplement. Parce que de façon logique, une personne normalement constituée ne peut pas sortir de nulle part pour aller s'envoyer en l'air dans un bureau, s'il ne l'a pas déjà fait, ou bien sans l'aval de la personne. Au premier abord. Après avoir vu cette vidéo, on a vu exploser l'expression grandeur nature du caractère pervers des hommes que beaucoup respectent, parce qu'aujourd'hui, il faut bien interroger qui mérite d'être respecté dans cette République, qui mérite le respect, qui mérite votre respect. La question devrait se la poser. Tout le monde entier aujourd'hui voit à quel point, lorsqu'on a un peu de pouvoir, lorsqu'on a un ascendant sur les uns et les autres, on peut en user. Si vous allez par exemple dans le code pénal, sur le plan juridique, si c'est avéré, d'abord il y a outrage à la pudeur, que ce soit public ou privé, il y a outrage à la pudeur. Bénéficie toujours de la présomption d'innocence, parce qu'il n'y a pas encore un procès ouvert, puisqu'on en parle, c'est un scandale. Oui. Ils sont encore sur également, il faudrait mentionner aux gens que, là c'est mon avis, ce que je pense de cela, comme beaucoup de gens pensent de cela dans leur maison, dont il n'est pas d'accusation, l'interprétation qu'on se fait, c'est que c'est un groupe de pervers qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Maintenant, c'est à eux de prouver que effectivement, ou du moins le mis en cause, c'est à lui de prouver qu'il n'en est rien. Mais dès lors que vous prenez sur vous de mettre
la dignité de cette femme, de cette jeune fille, de cet enfant, parce que si elle se retrouve même avec des gens de ces âges-là, ça veut dire que d'une certaine façon, elle est manipulée. D'aucuns vont me parler du consentement, mais laissez-moi vous dire qu'il y a le consentement sexuel non valide qui s'applique sur des personnes qui sont endormies, sur des personnes saoules, parce que si moi je suis saoule et vous entretenez un rapport sexuel avec moi et que j'ai ouvert mes jambes, vous ne pourrez pas dire que j'étais consciente et que j'étais consentante, totalement consentante. Donc à cette fille, on peut opposer justement ça, le consentement sexuel non valide. Donc il y a que ces gens ont fait exploser à la face du monde ce que les filles, ce dont les jeunes filles souffrent aujourd'hui. Lorsque les jeunes femmes au Cameroun, les jeunes filles ou les enfants rencontrent comme difficulté, c'est que lorsqu'elles vont dans les bureaux demander les emplois aux gens, c'est à ça qu'elles sont soumises. Lorsqu'elles vont rencontrer des gens, des aînés, entre guillemets, parce qu'elles ont besoin de conseils, elles ont besoin d'apport d'aide, on les touche, on les viole, on les profane, on les abuse. Et c'est le cas de Malika aujourd'hui. Il y a quelques années, il y a une autre femme pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a aussi vu sa vie être exposée, sa dignité être exposée comme ça. Donc que ça ne se reproduise plus, et je suis derrière toutes les femmes qui ont décidé d'en découdre avec ce genre d'hommes. Il y en a qui estiment quand même que de l'impression Kamgan, on a entendu le fameux Wilfried Tété qui a fait des sorties. D'ailleurs, il a fait la sortie de Martin Kamim personnellement, notre confrère des RSI, qui est venu tenter d'apporter des éclaircies sur ce qui s'est réellement passé dans son bureau. Et il s'avérait que lorsque ça s'enflamme, le dit Wilfried Tété revient avec une sortie justement, reconnaître qu'il sait exactement ce qui s'est passé. Est-ce que l'affaire ne pouvait pas à ce niveau s'arrêter là, Dona Kamgan? Non, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Nous sommes en face de plusieurs problématiques, hein. Entre autres, la problématique de la gestion de l'image lorsqu'on a une personnalité publique. Lorsqu'on est une personnalité publique, il y a des exigences extrêmement rudes auxquelles on est astreint. Dans ce cas-ci, je pense que on est tout à fait, je pense qu'il faudrait suffisamment développer sur le caractère pervers de ce qui s'est passé. Faire des sextapes, ensuite les balancer sur les réseaux sociaux. On note qu'il y a au moins une volonté de nuire, même si il faut mener les enquêtes pour savoir si l'intention était effectivement celle-là. Mais en tout cas, il y a un préjudice qui a été causé à la jeune Malika qu'il faudra d'une certaine façon réparer. Et la réparation, alors un début de réparation aurait pu être enclenché avec l'attitude des deux autres acteurs, des deux hommes qui sont mis en cause ici. L'affaire n'aurait pas pris l'ampleur, l'envergure qu'elle a prise si justement les acteurs en question maîtrisaient les exigences de responsabilité et d'exemplarité sociétale qui doivent accompagner le statut de personnalité publique. Lorsque vous êtes une personnalité publique, il y a extrêmement d'exigences auxquelles vous êtes soumise. Monsieur Ngatou, vous savez que si vous sortez là, on vous gifle au marché central, même si vous devez réagir, vous n'avez pas réagi d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que vous êtes une personnalité publique. Ne le faites surtout pas. Donc, tout cela rend extrêmement délicat la gestion de l'image dans ces circonstances-là. Et lorsqu'on est justement en erreur, en faute, comme c'est le cas ici, il faut faire profil bas. Au lieu de faire profil bas, les acteurs en question, et notamment... Permettez, je vous relance, hein. Je sais qu'on c'est tellement long. Hein. Je n'ai pas répondu à votre question. D'accord, oui, justement. Pour qu'on puisse gagner en temps. Dona Brice, concrètement, l'affaire aurait peut-être pu s'arrêter au niveau de Wilfried Tété. D'accord. Vous dites qu'il y a des mises en cause. On attend justement... Comment vous expliquez qu'une affaire pareille dans une république, qu'aucun procureur, qu'aucun magistrat, que la justice ne se lève pas pour dire « Ramenez-moi cette histoire sur ma table pour que je puisse tirer justement ça au clair. » Sommes-nous en république ou pas? Monsieur Kamgan, en une minute. Nous ne sommes pas en république, c'est connu. Et les procureurs n'interviennent que lorsque les intérêts, notamment politiques, sont en jeu. Tous les jours, il y a des cas d'assassinat, de viol, sans que les procureurs... C'est une particularité camerounaise, parce que si vous suivez l'actualité dans des pays qui sont même moins avancés que nous sur le plan démocratique, le Tchad, le Mali, vous voyez que les procureurs font des sorties chaque jour, assez régulièrement, sur des faits
qu'on estime graves et pour lesquels la justice peut se saisir. Donc ici, je pense que les autorités certainement observent encore, peut-être que l'ampleur que l'affaire prend va faire en sorte qu'il y ait une réaction des autorités publiques. La ministre de la promotion de la femme et de la famille qu'on annonce pour une sortie dans cet après-midi, c'est déjà un signe, mais je pense qu'il faut au-delà de cette affaire lutter contre toutes sortes de perversions en toutes circonstances. On est d'accord. Pour que justement on n'ait pas l'impression qu'il y a on va également revoir ce que la loi dit en la matière. Mais bon, Bengan Kandji, on a vu des confrères qui ont choisi délibérément d'envenimer la situation en brandissant leur soutien aux mises en cause, notamment aux confrères de RSI, pour ne pas le nommer, Martin Kamemim. Et par la suite, quand des révélations sortent, les mêmes confrères reviennent justement sur leur soutien, se désengager de toute amitié avec Martin Kamemim. Alors, il y a même le fameux Forza Kotompu, qui est bien connu de tout le monde, dont la photo est illustrée. Lorsqu'on est quand même ministre délégué dans un pays, dans une situation pareille, est-ce qu'on ne devrait pas prendre du recul? Lorsqu'on est quand même ministre délégué à la justice dans un pays, comment vous voyez ça, vous, mon Bengal? Non, je pense que les uns des autres, on y est allé, tout le monde presque, avec des organes. Avec les organes, il faut prendre du recul. Prendre du recul, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour le cas d'Express, qu'est-ce qui s'est passé? Connaître la vérité. Connaître la vérité est connue à moitié. On sait qu'il y a 3 acteurs. Qui a filmé? Qui a bon, voilà. Donc il faut connaître la vérité. L'autre chose qui est connue également à moitié, c'est la demande de pardon. On s'humilie. Quand il y a oui, on s'humilie. Donc au moment où les confrères prennent la défense de leurs confrères, ils ont ils se fient à la solidarité du corps. Non, à ce qui vient d'être dit par le confrère. Voilà, à notre époque, on disait toujours, la radio a parlé. La radio a dit que. J'ai lu dans la presse que ça veut dire qu'en fait, ce qu'on dit, un journaliste vous dit, je n'étais pas, il y a ceci, on se fie à ça. Parfait. Mais on ne peut pas les condamner pour l'avoir fait parce que au départ, il y a ce qu'on appelle comment je vais dire ça, on ne peut pas le condamner d'office. Et justement, un fait grave arrive, on attend sa version. Il donne sa version, on valide d'abord. Et quand après, on se rend compte que ce n'est pas ça, vous avez dit, il recule. Mais vous ne pouvez pas les condamner pour avoir, il y a la version. Moi, j'ai l'habitude de vous dire que le christianisme, c'est du mensonge universel. Oui. Bon, voilà, il y en a qui croient, il y en a qui ne peuvent pas. Mais quand on va donc vérifier, on verra. C'est-à-dire qu'on peut vérifier, il faudrait qu'il y ait une enquête judiciaire autour. Absolument. Comment vous expliquez donc que la justice ne s'auto-saisisse pas? On n'y est pas. La justice, peut-être, il va se saisir. J'ai entendu qu'il y a des avocats qui se regroupent. Le problème, c'est le délitement de la société. Il y a un délitement. Et ça fait prospérer. Comme il n'y a pas de point zéro chez nous en Afrique, il n'y a pas de point zéro. Où on régresse, où on progresse, où on évolue. Donc point zéro, c'est nul. Lorsqu'une société est nulle, il fait donc la promotion de ce qui est, dans la poubelle. Ce qui est dans la poubelle. Mais sauf que maintenant, quand on ressort dans ce qui est dans la poubelle, il y a cette clameur sociale, on rejette. Et ceux qui sont donc impliqués pour avoir remonté la poubelle, ils doivent savoir qu'il y a une puanteur qui se dégage et ils doivent faire profil bas. Je vous relance. Aujourd'hui, le fait est là. Et il y a lieu d'éduquer au plus vite les Camerounais pour leur dire faisons attention pour nos enfants, faisons attention pour nos filles. Que dit la loi en la matière? Non, je ne suis pas juriste, je regarde la société. D'abord, quand on dit par exemple... 2 ans de prison. Parce que les gens limitent des choses. Il y a l'environnement. Quand on dit souvent, j'entends ça partout, la prostitution est le plus vieux métier du monde. Donc on a validé que c'est un métier. Incroyable. Voilà. Mais est-ce que les femmes font la prostitution seules? C'est bien nous qui allons les chercher là où elles sont. Ouais. Et là, quand on va les chercher, on ne voit même pas si un jeune homme
de 15 ans est en train d'aller avec une vieille femme de 80 ans. Oui. Ou c'est vice-versa, ou c'est un vieil homme de 80 ans qui va trouver une fille. Mais on dit la prostitution. Donc, vous voyez donc comment la société valide de l'immoralité. Et lorsqu'on est dans l'immoralité, ça vous arrive, on fait profil bas d'abord. Notre société aujourd'hui est pleine de paraphiles. Ils sont tellement pleins et ils transposent sur les enfants des gens, les jeunes filles des gens, parce que quoi qu'on veuille, les personnes qui sont mises en cause aujourd'hui sont plus vieux, sont plus âgés, censés être plus sages et plus matures que ces jeunes filles. La petite Malika, elle a 17 ans quand même. Comment comprendre donc que vous prenez des vieillards, ils sont là, et l'autre prend le téléphone, il filme, et carrément il dit que ce n'est pas le destinataire. Le destinataire, c'est qui? C'est qui le vrai destinataire? Avant que la justice ne s'en saisisse, il est normal que les Camerounais doués de bon sens se prononcent sur la question. Oui, c'est ce qui se passe. C'est normal. C'est ce qui se passe. Et c'est bien que tout le monde condamne. Et c'est bien que toutes les organisations qui pouvaient être affiliées sont en train de se retirer. Le temps d'abord qu'on puisse trouver une sentence, parce que le code pénal dit justement que pour outrage à la pudeur privée ou publique, on peut encourir jusqu'à 2 ans de prison. Donc si c'est avéré que véritablement il a participé à la mise à nu, à l'exposition, à l'humiliation de cette jeune femme, je crois que c'est normal et c'est logique qu'on les punisse tout et de la plus belle des manières, et que ce soit appliqué à tout le monde qui va se donner à ce genre d'exercice, de publier la nudité des femmes. On doit punir, que ce soit les hommes ou que ce soit on doit les punir. Le code pénal camerounais peut parler même de 10 ans. Est-ce que donner 10 ans veut dire qu'on l'a puni? Mais il est puni. Voilà, la société, la nature punit plus. Donc, Dominique Strauss-Kahn est où? Dominique Strauss-Kahn est où? Franchement, pour une fois que les Camerounais ont la responsabilité en main. Soyons sérieux, on n'est pas dans une société. Dominique Strauss-Kahn est où? Et la fille qui était avec Dominique Strauss-Kahn, elle est où? La société punit. Et va toujours punir. Je veux dire, dès lors que la nature va punir. Il va punir. En attendant, les Camerounais gèrent ça. Je n'ai pas dit non. Vous faites comme si on a contrarié, madame. On n'a pas contrarié. J'ai dit justement. Non, ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre vous. Le code pénal a régi ce genre de choses. Donc, il faut que ce soit appliqué. La nature dont on parle certainement, c'est ça qui est en train de nourrir les énergies. Qui fait que tout le monde soit actif là. Justement, non. Voilà. C'est là où on voulait en venir. Parce que si vous vous limitez au code pénal, bon, on va faire ça, il aura 2 ans. Je peux encore sortir et me garantir. Donnez la parole. Je prends la parole, c'est pour la dernière fois, Michel, pour tirer quelques leçons. Et rapidement, Donald. Oui. Alors, je voudrais dire que la société, je voudrais tirer une première leçon de ce qui s'est passé. La première, c'est que il faut être humble lorsqu'on est en erreur. L'humilité est très importante. L'arrogance ne mène nulle part. Il est plus gênant de commenter une affaire controversée qui concerne un confrère, mais je pense que dans ce cas-ci, l'aîné dont il est question aurait pu ne pas donner l'envergure que l'affaire a prise. Si, dans l'interview qu'il a accordée à un confrère de Vision 4, pour citer, il n'avait pas manifesté cette arrogance, ce manque d'humilité dans une situation où il est fortement impliqué. Oui. La deuxième chose... Et vous sortez par là. Oui, vraiment dépassionnant le débat. On est tous d'accord que l'acte qui a été posé est un acte immoral qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Mais c'est aussi l'occasion de dire que notre société a foulé au pied l'ensemble des principes de morale publique. Je ne vous parlerai pas du groupe WhatsApp, déconnons un peu. Des musiques que nous suivons et que nous adoubons et que les autorités adoubent en longueur de journée. Merci. À la façon dont nos enfants sont éduqués. Parfait. Les jeunes filles, certaines sont paresseuses, hyper paresseuses, et pensent qu'on peut, au bout d'une soirée, avoir 700 000 francs CFA parce qu'on a ouvert ses jambes quelque part. Donc tout ça, c'est l'ensemble de questions qu'il faut pouvoir adresser, Michel. Il faut voir au-delà de l'affaire Martin Kamumim, cette société qui est décadente, qu'il faut pouvoir soigner. Dominique Pengo, vous êtes une femme forcément. Oui. Vous vous prononcez également sur ce qui s'est passé. Vous avez forcément fait ce travail. On a ensemble recoupé. Qu'est-ce qu'on dit? Que la loi s'applique,
la loi humaine, la justice, je sais pas, qu'est-ce que vous en dites, vous? Que toutes les lois existentielles s'appliquent. Parce que c'est une femme, parce qu'il y a eu violation, non, parce qu'il y a c'est eu... parce qu'il y a eu violation. Si ça pouvait être un homme, personne n'aimerait voir sa nudité être exposée aux yeux du monde entier. Maintenant, j'ai envie de sortir en disant vraiment, les jeunes filles qui vont plus vite que leur cerveau, qui se vantent parfois d'avoir un palmarès, de connaître X ou Y, il faut qu'on arrête ça. Parce que parfois, quand vous causez avec des jeunes filles d'aujourd'hui, elles vous proposent des choses que vous, à cet âge-là, vous ne pouviez même pas penser. Que les jeunes filles arrêtent, que les jeunes filles, parfois même, c'est même pas pour de l'argent qu'elles le font, c'est pour avoir le palmarès de dire, je connais Michel Gatou. On a déjeuné ensemble dans tel restaurant. Il y a des causes. Maintenant, nos influenceuses qui ont subi cela, arrêtez de brandir la belle vie que vous avez eue au sortir. Sans la mériter. Dites aux jeunes filles que ça vous a coûté X ou Y chose. Dites-le leur que ça vous a coûté beaucoup de dignité. Il faut parler. Arrêtez de dire que vous avez voulu parler, on vous a empêché. Personne ne dirige vos pages Facebook. Parlez, faites des témoignages pour éduquer nos jeunes sœurs. Et non seulement il faut dire que nos jeunes sœurs, il faut bien sûr le dire, les parents ont aussi une part de responsabilité. Et au-delà de la responsabilité parentale, Michel Ngatou interpelle ceux qui font la promotion de la pornographie dont tout... Donc, je cherche le mot parce que je perds mon latin pour dire faisons attention. Qu'est-ce que les parents font concrètement pour veiller sur les enfants? Comment est-ce qu'ils s'accordent avec les enseignants dans les établissements? Qu'est-ce qu'ils disent en longueur de journée à leurs enfants pour préparer ceux-ci à une vie sexuelle, disons-le ainsi? Alors, ce qui est choquant quand même aujourd'hui, c'est que la jeune Malika, pour ce que nous avons regardé, qui nous a tous choqués et outrés, c'est qu'on a vu justement la petite dans une expression d'une fellation incroyable. Alors, on se demanderait, était-elle justement à son premier coup ou pas? C'est dire en même temps, nous ne voulons plus que nos sœurs versent dans cette pratique qui n'honore pas la femme aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que des questions sexuelles, c'est quand même spirituel quand même aujourd'hui. Il ne faut pas oublier d'interpeller les pouvoirs publics. Il y a une chanson devant le juge, elle dit qu'elle n'a jamais... Vous connaissez cette chanson? Oui. Lorsqu'un enfant de 6 ans, une fille de 6 ans qui écoute ça, dans les écoles, des bars, vous pensez qu'elle grandit avec elle des états psychologiques. Tout ça, est-ce qu'il y a un ministère des aides de la culture au Cameroun? Non, vous faites, c'est là où je voulais en venir. Lorsque le préfet de la MIFI à l'époque avait interdit la publication, avait même demandé au ministre des arts de la culture d'interdire la vente, la publication de la chanson. Non, la chanson Coller la petite. Tout le monde s'est rué contre lui. Oui. Un peu avant. Oui, un peu avant. Un an, je pense 18 mois avant, on avait assassiné quelqu'un dans un hôtel à Yaoundé. Il était établi qu'on a fait sur lui les actes d'homosexualité et tout. Et on l'a dit, où est-ce qu'on en est? C'est ça qu'on doit condamner. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme si l'affaire Malika doit être prise, de façon isolée. C'est la conséquence de la dérive totale, globale. Alors, qui doit résoudre ça? C'est la justice. Vous avez parlé du procureur. Elle ne fait donc pas son travail, Baron Bengal. Mais ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Donc, si on avait insulté la mère du président, le juge aurait réagi. Absolument. Simplement. Donc, on doit les interpeller. Ils doivent, c'est le procureur qui est le responsable. C'est là, quand Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il a parlé, c'est pas le procureur qui parlait. Quand il y a un attentat, c'est pas le procureur qui parle. On les interpelle tous les jours. Très bien. C'est eux qui devraient justement rétablir, et c'est comme ça qu'on va consolider les institutions démocratiques dans notre pays. Il n'y aura pas de dire que non, puisque c'est un bonbon, on le soutient, on ne le soutient pas. Concy est avec nous justement. Concy, le débat est vraiment très enlevé, mais surtout vous tenez le correcteur de posture en main, c'est ça? Michel Ngatou, je tiens le correcteur de posture et je m'adresse bien entendu, je vais donc le dire à tous les téléspectateurs de cette émission, faites comme Concy Lamine, mettez de côté Facebook et WhatsApp. Oui. Ah ben oui, il faut le rappeler. Ah ben oui, il faut le rappeler. Je suis le seul communicateur dans le monde qui n'utilise pas Facebook et WhatsApp. Les gens me demandent, mais pourquoi tu n'as pas WhatsApp, tu n'as pas Facebook? Je leur dis, j'ai pas besoin de Facebook, j'ai pas besoin de WhatsApp pour vendre. Le meilleur moyen de vendre ces produits, de se faire connaître, de communiquer, c'est à travers la radio et télévision Equinox. Raison pour laquelle je suis là tous les jours de lundi à
à vendredi. Et un conseil, chers jeunes, ne cherchez jamais à courir. Constilamine aujourd'hui est communicateur, il a beaucoup travaillé, Raison pour laquelle je vends encore les correctas des postas. Chers téléspectateurs, vous les avez à 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est une jaquette médicale qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Ce correcteur de posture, il est important de l'avoir. Vous êtes taximène, vous êtes couturier, vous êtes maçon, vous êtes footballeur. C'est l'occasion plus que jamais d'utiliser le correcteur des postas. C'est l'occasion plus que jamais de portez votre correcteur de posture. Il y a bat for your dos. Il y a bat for your neck. Il y a bat for your head. Just come from magasin 1001 tapis and take correcteur de posta. Correcteur de posta na 10,000 francs. Thank you, Prince Michel Gachou. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette vente encore ce matin de ce correcteur de posture. Vous reviendrez certainement demain. Madame, Messieurs, nous allons nous quitter ce matin tout en gardant le regard sur cette question de mœurs qui interpelle chaque Camerounais aujourd'hui. N'oubliez pas, ça aussi, il y a de la politique de l'éducation nationale. À demain 10h.